Bonjour, bienvenue à la Bosse des affaires. Cette semaine, nous aborderons le sujet la relation avec l'argent avec 4 entrepreneurs qui sont venus nous rencontrer pour partager leur parcours individuel en relation avec ces questions. Alors, bienvenue. On va commencer avec Marilène Giroux, éducatrice spécialisée et coach familial. Alors, bienvenue, Marilène, excuse-moi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. De venir partager avec nous ton parcours d'entrepreneur. Et j'aimerais, on s'est parlé un petit peu avant l'émission et je pense qu'avec ton parcours, on a convenu un petit peu d'un des segments, direction qu'on voulait prendre avec toi, qu'on voulait élaborer ensemble. Et c'était la relation avec l'argent, mais par rapport à la famille, aux amis. On sait que lorsqu'on devient entrepreneur, il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. Et tout ça, pendant ce temps-là, les relations changent un petit peu. Alors, avant qu'on soit travailleur autonome, ensuite, lorsqu'on a du succès, de l'argent, il y a toute cette complexité-là. Et surtout, également avec la famille, les conjoints, etc. Donc, on est curieux aujourd'hui d'apprendre plus sur ton parcours à toi, personnellement. Et si tu veux nous partager un petit peu comment tu l'as vécu, toi, dans ton parcours comme entrepreneur. OK. Bien, dans le fond, tout d'abord, pour partir le parcours, c'est toujours le questionnement financier de savoir est-ce que financièrement, je suis capable d'avoir une entreprise. On sait que les coûts de démarrage sont quand même présents. Pour moi, ça a été facile de prendre la décision parce que je tenais vraiment. C'est quelque chose qui me tenait à cœur de partir ma petite entreprise de coaching familial. Donc, pour le départ, là, ça a été quand même facile de prendre cette décision-là. Et pour partir, bien, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux financiers. Donc, pour être éducatrice spécialisée, le matériel, je le possédais déjà de par mon expérience. Mais quand même, au niveau de ton conjoint, il y a quand même un revenu qui est plus fixe comme salaire. Hein? Fait oui. que déjà, il y a quand même un petit enjeu, surtout, je pense que tu as des enfants, tu as des jeunes enfants. Oui. Est-ce que ça, ton conjoint a fait, oups, il y a quand même une espèce de salaire fixe de base qui ne sera plus là si on part à notre compte, même si ce n'est pas parce qu'on a investi beaucoup de sous. Est-ce que tu as vécu ça? Oui, effectivement. La crainte est toujours présente. Quand on vient pour partir en affaires, oui, il faut calculer le salaire fixe, la sécurité qui n'est plus là. Déjà que j'ai un conjoint qui est aussi entrepreneur. Donc, oui, effectivement, là, ça a été la grosse discussion de savoir, OK, c'est quoi les enjeux? Oui. Si ça ça un fonctionne. double défi, là, parce Oui. que le conjoint et toi, tous les deux entrepreneurs, fait que là, la sécurité, là, on n'a pas de filet, là. On n'a pas de filet. Il n'y a pas de filet, c'est les deux qu'on se lance avec une petite famille. Oui. Ça en est toute une relation avec l'argent, là, comme parcours là, d'entrepreneur. Là, oui. Il faut dealer, puis se dire, bon, OK, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on est prêt, comment qu'on se prépare à ça? Bien, je pense que la discussion, la confiance dans le couple va être primordiale. Donc, d'asseoir les bases, de dire, OK, financièrement, ça nous prend quoi comme minimum par mois? Parce que veux pas, bien, avec des enfants, bien, il y a des dépenses obligatoires. Bien, c'est ça, il faut manger. Oui. On n'a pas le choix de payer l'hypothèque, on n'a pas le choix de payer l'électricité. Hein? Oui. C'est toutes des dépenses là, qui sont obligatoires. Donc, on a établi de base le montant que ça nous prenait financièrement par mois. Okay. De là, la confiance mutuelle aussi, de dire, bien, je te fais confiance, j'ai confiance en ton projet. Oui. De pouvoir compter un sur l'autre, c'était beaucoup aussi dans ce choix-là. Là. Oui, effectivement, parce que c'est pas évident d'une part et d'autre de dire, bien, je te fais confiance comme entrepreneur, que ça va nous rentrer les sous nécessaires. Oui. C'est une réalité, là, tu sais, aussi, là, parce que c'est pas vrai qu'on part en affaires puis qu'on sort des gros salaires les premiers mois. C'est pas la réalité des entrepreneurs. Non. Donc, quand on est encore célibataire en appartement ou chez maman, papa, ça va, mais là, vous aviez toute qu'une réalité, c'est hypothèque, enfant et tout. Et là, il faut faire confiance à l'autre, là, de dire, OK, parfait, on se fait confiance mutuellement, qu'on part à notre compte, on n'a pas de filet, mais on va rencontrer ces choses-là. Fait que pour vous, dans votre couple, c'est quelque chose qui a bien été. Vous avez partagé ça, oui. Vous avez discuté, puis la confiance était là. Puis
ça s'est toujours bien déroulé une fois lancé? Ou des fois, il a fallu se réajuster puis il y a eu des... C'est beaucoup moi qui ai eu des réajustements, mais de par mon conjoint qui est entrepreneur, il est toujours de bons conseils. Ah, Donc, tu sais, il est entrepreneur depuis plus longtemps que moi, donc des fois, il va me dire, ben, essaie de mettre moins d'énergie sur telle chose, plus sur telle. Donc, financièrement, ben oui, c'est vrai, ça a un impact. C'est ça, j'allais dire. Il était entrepreneur depuis plus longtemps que toi. Oui. Donc, déjà là, il y a une petite sécurité de plus parce qu'on en a un qui a de l'expérience pendant que l'autre se lance. Fait que, oui, c'est ça. Puis une entreprise qui démarrait pas. Donc, pour lui, on avait déjà... On peut jamais parler de sécurité quand on est en entrepreneuriat. Non, mais quand même, il y avait déjà quelque chose là, de stable. OK. Donc, fait que déjà, vous aviez comme tu dis, une petite sécurité quand même, parce que son entreprise, à lui, était démarrée depuis plus longtemps. Il y avait quand même un peu de revenus plus solides que toi qui démarrais. Oui. Fait que déjà là, il y a un petit peu moins d'insécurité. Oui, tout à fait. Puis on voulait discuter, je sais qu'on a jasé avant, puis je trouvais ça, te soulever le point, puis j'ai trouvé ça très intéressant, c'est vrai. Tu voulais faire un lien aussi avec le temps. C'est pas tout, parce que le temps et l'argent, mais on est toutes les deux entrepreneurs. Ton conjoint va oublier que tu avais un 5 à 7 d'affaires. Il fallait qu'il aille chercher les enfants. Il est prêt qu'un rendez-vous d'affaires. Il ne peut pas se libérer. Donc, il y a tout ça aussi à gérer avec deux entrepreneurs également. Vous avez dû apprendre à faire un petit tableau d'horaire sur le frigidaire. Mais tel soir, tu peux sortir. Tel soir, c'est le travail. Tout à fait. Tout à fait. C'est bien mis un très beau tableau. On a un agenda qui se parle aussi. Donc, oui, un agenda qui se parle. OK. Ben oui, super. parce que... comment? Fait que là, vous faites tout. Quelle bonne idée! Donc, ça aide beaucoup pour la gestion des horaires. Oui, très bonne idée. Donc, au niveau du temps, oui, c'est beaucoup de casse-tête. Puis, ça vient aussi avec une dose de culpabilité parce qu'un homme entrepreneur, c'est correct, ça passe bien. C'est professionnel, un homme qui s'absente 2 soirs par semaine parce qu'il y a des rendez-vous d'affaires. Même s'il y a des enfants. Même s'il y a des enfants. Une maman entrepreneur, c'est différent. Une maman entrepreneur qui s'absente 2 soirs par semaine, ben ça laisse tomber ses enfants. Très bon point. Je trouve ça très intéressant. Étant moi-même entrepreneur et l'ayant été monoparentale, effectivement, c'est une réalité. L'homme peut travailler beaucoup d'heures, c'est pas grave, mais la femme, c'est vrai, tu abandonnes tes enfants pour la carrière, c'est intéressant. T'as-tu appris à bien gérer ça? Es-tu à l'aise avec ça aujourd'hui ou tu es encore J'ai encore un peu de difficulté. Ouais. C'est beaucoup le jugement des autres. Hein? C'est pas tant moi qui me regarde. Moi, je sais que pour la présence à mes enfants, je suis là parce que comme je peux arranger mon horaire, ben, des activités avec l'école, ben moi, je suis capable de me libérer pour y aller avec eux. Et voilà. Alors qu'un parent qui travaille du lundi au vendredi, un job, un travail très stable, pas nécessairement la possibilité de... Le petit spectacle de théâtre dans le jour, il sera pas là. Ben non, c'est ça, ou la sortie avec la classe, ou la sortie de patin, qui demande des parents bénévoles. C'est vrai. Moi, je m'arrange pour être présente. Oui. Donc, pour moi, je vis bien avec ça. Le jugement des autres, c'est plus difficile. Oui. Dire, ben là, ce soir, tu vas pas au karaté avec ton garçon? Non, ce soir, je travaille. C'est des rendez-vous. Oui. Intéressant. Le conjoint entrepreneur, lui, de son côté, toi, est-ce que tu as senti ça ou juste vraiment des familles, amis extérieures ou même le conjoint disait, ben, je suis à l'aise si tu es entrepreneur, mais pas au détriment que, mettons, il faudrait que tu travailles quelques soirs par semaine puis que les enfants seraient seuls. Fait que je veux bien que tu le sois, mais d'une façon limitée. Est-ce que tu as vécu ça ou ton conjoint, lui, c'est vraiment non, all-in, on y va all-in, tu démarres puis il n'y a pas de problème? Bien, on n'a pas un all-in là parce que c'est d'un commun accord. OK. Tu sais, mon conjoint a un restaurant, la Pizza 67, une entreprise familiale. Donc, dans la restauration, on sait que c'est 365 jours par année. Oui. C'est 7 soirs, 7 jours. Vrai, oui. Donc, quand j'ai voulu partir à mon compte, on avait fait une entente que j'avais comme 2 soirs de disponibles par semaine. Okay. Puis des fois, bon, peut-être quelques heures la fin de semaine. OK, c'était déjà mais des soirs, oui. Mais les soirs sont préétablis à l'avance. OK. Donc, on a choisi des soirs, pas un vendredi soir, parce qu'on sait qu'en restauration, les jeudis, vendredis soirs, ben c'est des soirs d'achalandage plus importants. Donc, avant de partir de mon entreprise, on s'est assis ensemble et on en a discuté. Vous êtes vraiment structuré comme couple, comme entrepreneur et comme couple. C'est un bon truc de dire, on va le faire d'une façon très structurée. Oui. On n'aura pas de conflit, on va prédéterminer d'avance qu'est-ce qu'on peut se permettre ou pas. Je trouve que c'est une très bonne idée.
Puis, je trouve pour les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, je pense que c'est des très bons trucs. Plusieurs ont des familles, des enfants et tricotent pour essayer de jongler tout ça. Et je trouve que ton expérience que tu viens de partager, c'était de très bons trucs. On le détermine d'avance. On a un tableau, des agendas partagés. Voici les soirs. Ça évite beaucoup de conflits. Ça enlève du stress. Ça enlève des malentendus. Puis je trouve ça brillant comme idée. Je trouve ça vraiment intéressant. Merci, Marilyn, d'être venue partager ton parcours. Puis on en a ressorti des trucs intéressants pour notre auditoire, nos entrepreneurs. Beaucoup vivent la même situation. Donc, merci beaucoup de ce partage. Au plaisir. Donc, restez avec nous. Le prochain segment, nous aborderons un autre volet de la relation avec l'argent. Merci. Bonjour, alors nous sommes de retour. Nous allons nous entretenir maintenant avec Stéphanie Dauphin, de Stéphanie Dauphin Coaching. Alors bonjour Stéphanie, bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors Stéphanie, on parle toujours de la relation avec l'argent et on a décidé d'aborder un sujet avec toi qui semblait te toucher puis que tu semblais à l'aise de vouloir partager, qui est bien intéressant. Puis je pense qu'il touche beaucoup de monde, les croyances limitatives. Alors, que ça vienne de nous-mêmes, de notre éducation, de notre entourage, on en a, pour la plupart d'entre nous, on a certaines croyances limitatives face à l'argent. Et si on est salarié, ça nous touche plus ou moins, mais lorsqu'on est entrepreneur, ça peut être assez hypothéquant. Cette relation-là, si on a des idées un petit peu par rapport à ça qui nous sont venues, comme on dit, de nous ou d'ailleurs, qui sont un peu plus négatives, ça peut nous bloquer beaucoup dans notre parcours d'entrepreneur. Puis je pense que tu voulais un petit peu échanger là-dessus. Est-ce que toi, tu as vécu ça, ces limitations-là dans tes croyances, tes pensées par rapport à l'argent? Mm-hmm. Bien, moi, en fait, j'ai grandi dans une famille qui avait comme règle, si tu travailles fort, bien, tu vas avoir tout ce que tu veux. Mais si tu travailles fort, des fois, ça pèse lourd. J'ai pas grandi dans une famille où tu es né pour un petit pain. Non, c'est vraiment, en travaillant fort, tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais, ce côté-là, je l'ai vu quand j'ai commencé à travailler. Je travaillais au départ comme salarié et je travaillais vraiment fort. Fait que je me disais, je méritais mon salaire. Et comme entrepreneur, ben si tu commences à travailler fort, t'es pas limité dans le temps comme quand tu es salarié. Fait que je pouvais passer des nuits blanches à travailler, etc. Parce que je me disais, c'est comme ça, si je veux réussir en affaires. Il faut travailler fort. Exactement. Ça ne viendra pas aisément et facilement. Exactement. C'est cette croyance-là que tu avais de ton éducation. Oui. Et c'est très limitant parce que c'est pas vrai. On n'est pas né pour travailler 24 heures sur 24. C'est sûr qu'au début, en affaires, c'est sûr on n'a pas de repères, tout est nouveau. Si on n'est pas né dans une famille d'entrepreneurs, moi, j'étais pas née dans une famille d'entrepreneurs. Donc, tout était nouveau pour moi. C'était beaucoup d'apprentissage. Mais en même temps, il a fallu à un moment donné que je me dise stop. Parce que avec une famille, je pouvais pas passer, même si que je voudrais, je pouvais pas passer 24 heures à travailler. Fait que j'ai dû mettre un arrêt là-dedans. Là. Tu avais une double raison de passer par-dessus ces limitations-là. Oui. Parce qu'avec, c'est ça, tu as 3 enfants. Oui. Tu veux pas des travailler. Princesses. Des princesses. Oui. Pas des enfants, des princesses. Super important à préciser, je te comprends. C'était encore plus demandant. Oui. Alors, tu peux encore moins te permettre de travailler 18 heures par jour. Exact. Alors, encore un entrepreneur célibataire, même si c'est une croyance limitative, de dire, il faut travailler fort pour réussir, même si c'est pas simple, il peut le faire parce qu'il n'hypothèque pas personne alentour de lui. Mais toi, avec 3 enfants, il faut que tu règles cette limitation-là. Exact. Il faut que tu arrives à bien gagner ta vie d'une façon aisée, avec des heures raisonnables pour garder l'équilibre avec la famille. C'est exactement ça. OK. Oui. T'as-tu développé, de quelle façon, toi, tu as réussi peut-être à passer par-dessus ça, que tu as réalisé, ça vient de ma famille, mais je ne peux pas le traîner, je ne veux pas. Est-ce que, pour le bénéfice de nos entrepreneurs qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous partager de quelle façon, quel a été ton processus pour enlever ça de ton subconscient et passer à une autre étape, à autre chose? Comment tu as dépassé ça finalement? OK. Bien, une des choses qui m'a beaucoup aidée, c'est que je suis une grande nerd.
Vraiment, je suis toujours en train d'essayer de comprendre les choses. Je suis très cartésienne. Et j'ai commencé à faire beaucoup de recherches sur le sujet. Et puis, ce que ça m'a amené à découvrir, c'est que la première étape, c'est vraiment de prendre conscience que ce qu'on a vu dans le passé, ça nous a influencé. Parce que souvent, on peut juste rouler sa bosse puis et se dire, ben je vais travailler fort, ça va fonctionner. Moi, dans mon cas, c'était ça. Ou bien, il y a d'autres personnes que ça peut être, ben peu importe ce que je fais, ça va pas marcher. Peu importe, mais c'est vraiment de prendre un stop, de se dire quand on commence à trouver ça trop, il y a une surcharge, c'est vraiment d'arrêter, juste de prendre une feuille et d'écrire, ben d'où est-ce que ça vient? Est-ce que j'ai déjà vu ça dans le passé? Puis ensuite, c'est de réaliser qu'on mérite mieux. Les gens qui nous ont éduqués, qu'on a vus autour de nous, ben ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais en même temps, ça, c'était pour eux. Fait que la deuxième étape, je dirais, la première étape, c'est d'écrire, d'essayer de chercher, parce que je crois que toutes les réponses sont en nous. Donc, c'est de chercher avec sa petite feuille de papier, son crayon. Puis la deuxième étape, ça vient. exactement, de savoir, de comprendre d'où ce que ça vient. La deuxième étape, c'est de pardonner. C'est super important parce que moi, je crois à la loi de l'attraction. Je suis croyante aussi, je crois en Dieu. Puis je crois que Dieu veut qu'on soit super heureux. Mais en même temps, d'avoir de la rancune, mais ça bloque l'abondance. Donc, c'est vraiment de pardonner à ces personnes-là parce que dans le fond, c'est juste des êtres humains comme nous autres, puis ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Avec ce qu'ils savaient. Exactement. Eux aussi avec leur bagage. Exactement. Donc, c'est d'arriver à couper à un moment donné, de dire mes parents, mon entourage, mon éducation, mon milieu. Hein, ouais. On parle du milieu en général. Bon, je suis arrivée avec ces croyances-là parce que je suis élevée dans ce milieu-là, j'arrive de là. Ouais. Par contre, maintenant, je suis un adulte. Qu'est-ce que je garde qui est bon, qu'est-ce que je décide de tasser puis de changer maintenant que je suis adulte, de prendre cette prise de conscience-là, d'arrêter à un moment donné, ça nous permet de passer par-dessus des croyances limitatives qu'on a. C'est un peu le processus que tu as fait. Exactement. Oui, vraiment. La quatrième étape, ça serait des affirmations. OK? Parce que je crois vraiment qu'encore là, la loi de l'attraction, dans plein de livres spirituels, on dit on devient nos pensées. À quoi on pense tout le temps, mais on le devient. Donc, moi, je suis tellement fan des affirmations que j'ai écrit un livre d'affirmations pour les femmes formidables. Oh, oui! Oui, parce que super. Ma mission, tu sais, quand on dit coach d'affaires, c'est un gros mot, mais en fait, mon but, c'est d'aider les femmes à avoir plus confiance en elles et à développer des stratégies marketing simples pour avoir tout le succès qu'elles méritent. Donc, si on travaille pas sur nos pensées, faut vraiment être comme un coach, un cheerleader pour nous-mêmes, pour nous dire, ben, t'es capable, t'es fantastique, tu mérites le meilleur, vraiment pour changer nos pensées. Parce qu'on a été élevés, comme on l'a dit tout à l'heure, par des personnes qui avaient des limites. Ça leur appartient, mais maintenant, faut réaliser qu'on mérite plus. Oui, parce que si ce qu'on pense, on le devient. Oui. Alors, si je pense à tous les jours, il faut que je travaille fort pour gagner ma vie. Oui. Ben, on n'est pas à veille d'arrêter de travailler 18 heures par jour Exactement. pour y arriver. Donc, ouais. c'est vraiment important à tous les niveaux là, d'y arriver. Exact. Puis, on manifeste ces clients-là. Moi, je me rappelle au début, mes premiers clients, c'était du n'importe quoi. Et puis, c'est pas parce que c'était pas des bonnes personnes, c'est juste que moi, je crois vraiment à ça. On manifeste des clients quand on pense qu'on doit travailler super dur, quand on pense que faut que ça soit difficile et tout, mais on manifeste des clients comme ça. Puis quand j'ai commencé à faire le chiffre, non, je mérite mieux, puis je veux travailler avec tel genre de personnes, je le dis vraiment, je travaille avec des personnes optimistes, travaillantes et tout. C'est ce que j'attire dans ma pratique. Là. Oui, absolument. Ouais. Et c'est là que tu as vu une différence là, concrète dans ton parcours professionnel. Vraiment. Où est-ce que là, peut-être les clients ont commencé à venir, le type de client que tu voulais plus facilement, exact. sans que tu ailles à travailler aussi fort. Exactement. Puis tu sais, aussi, par rapport aux croyances limitatives, ça a pris beaucoup de temps pour les ancrer, pour les avoir, mais ça prend aussi beaucoup de temps pour s'en débarrasser. C'est un cheminement. On grandit tout le temps en tant qu'être humain. Donc, faut pas être trop dur avec soi-même. C'est vraiment... Par exemple, tu sais, pour ceux qui ont des enfants, quand les enfants, je vais vous donner un exemple avec ma fille, tu sais, elle me dit, elle apprend à patiner, elle a 4 ans, puis là, elle dit, oh maman, je suis tombée, puis elle riait. Mais c'est comme ça qu'on doit être, qu'on apprend quelque chose de différent. Il faudrait qu'on soit comme ça aussi avec nous-mêmes, d'être patient par rapport à ces croyances limitatives. On en a toutes, hein, sur l'apparence, sur l'estime de soi et tout. C'est juste d'être patient aussi. Ça, c'est un truc important aussi. On est dur avec nous. Vraiment. Et surtout les entrepreneurs, on dirait, on est encore plus dur, on s'exige. Et souvent, je parle moi aussi avec des partenaires d'affaires ou des équipes de courtiers que j'ai, puis là, aujourd'hui, je ne l'ai pas eu, là, puis j'ai pas été parfaite, puis là, mes pensées, puis là, puis souvent, c'est ce que je dis, est-ce que tu peux te permettre aujourd'hui, puis te donner la chance on recommence demain, et retrouver un peu cet esprit d'enfant-là, quand on était jeune, dont on
On s'est essuyé les genoux Mais pour c'est commencer. ça. Maintenant, adulte, on tombe. Puis C'est on la dirait fin que c'est du ces monde. idées-là limitatives qui nous ramènent à dire « Oh mon Dieu, c'est épouvantable, je suis pas bon, j'ai encore tombé. Oui. » Plutôt que se relever et dire « Oui, c'est correct, demain C'est on ça. continue. Ouais. Et ça nous aiderait à faire la transition, Exact. à se débarrasser de ça d'une façon un petit peu plus gaie, légère et pas Exact. lourde. C'est pas un combat. J'y Non. vais jour le jour, puis je m'améliore. Puis on va y arriver. Ça va prendre le temps, mais on va y arriver à s'en défaire. Exact. Donc, il ne faut pas trop se taper sur la tête ou se décourager avec nos pensées limitatives. C'est correct, ça va prendre un moment Exact. pour persévérer, puis on y arrive quand Exactement. même, hein, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Puis même il y a un cinquième point, si je peux me permettre, ça serait la gratitude. Donc, tous les petits progrès qu'on se fait, si aujourd'hui on s'est moins dit « Ah, t'es pas bonne », on s'est plus dit « Ah, t'es bonne », mais se féliciter pour ça. Gratitude pour une personne qui s'est montrée intéressée à nos nouveaux services. C'est toujours d'avoir ça dans notre pratique, dans notre vie en général. Là, c'est d'avoir la gratitude pour le fait de respirer, pour toujours essayer de trouver des occasions d'avoir cette gratitude-là, ça attire plus d'abondance de toute façon. Et ça pratique notre esprit, être de plus en plus positif. Exactement. Et voilà, c'est avec la pratique qu'on devient bon et positif. Donc, exact. en remerciant, en appréciant les petites choses, bien, ça devient un réflexe, après ça, d'apprécier un petit peu tout. Oui, parce que la nature humaine, c'est ça, c'est pas de notre faute, on a cette tendance à plus regarder le négatif, qu'est-ce qui va pas, fait qu'il faut vraiment s'entraîner comme des muscles. Hein. Oui, le cerveau et les pensées. Oui. Hey, merci beaucoup, Stéphanie, c'était super plaisir. Intéressant. Encore une fois, je pense qu'on a déniché plusieurs trucs vraiment, vraiment pertinents pour nos entrepreneurs. C'était vraiment intéressant. Alors, merci d'être venu partager. Bonne continuité dans ton entreprise. Merci à toi. Alors, restez avec nous. Nous revenons avec le prochain segment avec un autre entrepreneur. Bonjour, nous sommes de retour avec un autre entrepreneur avec lequel on va discuter la relation avec l'argent. Alors maintenant, nous recevons Xavier Morin. Alors, je vais le lire parce que tu as plusieurs titres. Xavier, évaluateur agréé, propriétaire du groupe Fenech et président du réseau immobilier Québec-Lévis. Alors, ça fait beaucoup de titres pour un jeune homme comme toi. C'est super, un jeune entrepreneur déjà bien parti. Oui, on peut dire ça ou hyperactif. Hein? Oui, ou hyperactif, effectivement. C'est très bien dit. Xavier, en se parlant un petit peu avant l'émission, on a décidé d'aller dans un sujet assez tabou. Puis, je te lève mon chapeau, t'es game, parce que tu te dis, allons-y, on va en parler. D'ailleurs, je viens un petit peu de la même histoire que toi. Lorsqu'un entrepreneur au Québec, on arrive avec soit une famille d'entrepreneurs, soit des parents qui ont été aisés, qui ont réussi, et que là, on part en affaires, on entend souvent, « Ah ben oui, mais son père a passé avant, il est né avant. Hein? » Fait que c'est comme si ça enlevait un petit peu la valeur de notre entrepreneurship, du fait qu'on ait démarré une entreprise. C'est comme si on n'avait rien fait parce qu'on a des parents qui ont des sous, qui ont été entrepreneurs. Moi, je sais ce qui est tout à fait faux, mais c'est le fun qu'on puisse en parler avec toi parce que c'est un peu ton histoire. Et les gens ont peut-être pensé, ben oui, papa a mis de l'argent dans le compte de banque, il t'a rempli ça, puis vas-y, pars à ton compte. Puis tu me disais tantôt, c'est pas du tout ça. C'est loin d'être ça. C'est loin d'être ça, même, puis c'est super intéressant ce que tu me racontais. J'aimerais ça que tu me racontes un petit peu justement tes départs avec les finances, le financement, un petit peu ce que tu me racontais au début. C'est pas parce que papa était là que tu as eu de l'argent dans ton compte de banque, Xavier, pour démarrer. Non, c'est ça. Raconte-nous ça. Bien, en fait, juste partir avec la perception des gens, moi, j'avais pas tant que ça, le monde me disait pas tant que ça que, tu sais, qu'il y avait l'impression que j'avais mon père derrière moi. Sauf quand je me suis rendu compte, en fait, avec mes associés, au départ, quand on avait un petit peu plus de problèmes de liquidité dans une entreprise, puis que j'étais le premier à lever la main pour dire, bon, je prendrai pas de salaire. C'était, ben c'est beau, lui, il a son père derrière lui, il a sa famille. OK. Bon, il faut dire que j'étais chez mon père encore à ce moment-là, que j'avais pas de loyer à payer. Tu allais manger aussi le lendemain, mais quand même. J'allais manger, mais ils ont assumé quand même, c'est correct, c'est ça. Parce que, OK. Mais tu sais, à un moment donné, tu as le goût aussi de bouger, puis d'avancer, puis de chercher ton indépendance davantage. C'est un peu pour ça aussi qu'on est entrepreneur. Oui. Puis, en partant de ça, bien, de fil en aiguille,
J'ai jamais été associé chez Gilbert Deschênes et Associés. J'ai vendu mes parts après ça. Je suis parti à mon compte seul en acquisition de site. Puis après ça, j'ai eu un accident aussi, moi, il y a 2 ans, que j'ai été inapte au travail pendant 6 mois. Ah oui, OK. Ça aussi, on nous parle des assurances quand on est entrepreneur. Des fois, le délai, moi, je m'étais dit, 6 mois, si j'ai quelque chose qui m'arrête de travailler pendant 6 mois, ça va être pour bien plus que ça. Finalement, c'était exactement ça. Tu n'en avais pas d'assurance maladie grave? Hein? J'avais une assurance invalidité. Oui, OK. Mais la période d'attente, dans le fond, arrêtait quand j'étais correct. OK. On coupe une demi-année de salaire, ça paraît. Là. Oui, oui. Fait que, puis ça a tombé dans le moment où est-ce que j'étais en train d'acheter un logiciel dans mon ancienne entreprise. Puis, je l'avais décidé de le démarrer avec mes économies. Je me disais, bon, j'ai toujours roulé, pas de crédit. OK. Je payais mes affaires cash, ça allait bien. J'avais de l'argent de placer, puis ça allait bien. C'était tout de l'argent que j'avais gagné moi-même. Puis en faisant des choix. C'est ça. Tu l'as quand même gagné toi-même, même si il y a des gens qui sont venus au monde avant toi. Hein? C'est ça, en faisant des choix. C'est sûr que Absolument. les gens qui sont venus au monde avant moi m'ont aidé aussi, dans le sens que de pouvoir rester chez ses parents, de retarder le moment où tu pars. Moi, c'était un choix personnel. Que justement, je dis, regarde, je vais en accumuler un peu plus pour pouvoir avoir les moyens de mes ambitions. Oui. C'est une forme d'aide financière. C'est ça, là, c'est une quand forme on n'a pas ces charges-là, ça nous aide à démarrer. C'est ça. Fait que dans ce sens-là, oui, c'est une chance. On est chanceux d'avoir une famille. Puis ça, je dis, dans la vie, il n'y a pas beaucoup de chance. Sauf que ça, la famille dans laquelle on est, puis le pays dans lequel on est, puis la situation économique, ça, c'est de la chance. Ça, on n'a pas le contrôle. Mais le reste, on peut tout contrôler. Il ne faut pas avoir honte d'avoir de l'aide de notre famille, de nos amis quand on part en affaires. On va tous emprunter à la banque, démarrer en affaires. Que ce soit la banque ou que notre famille décide, ben oui, je vais t'emprunter, je vais croire en tes rêves. Il ne faut pas avoir honte de ça, puis c'est correct, puis c'est une chance aussi, c'est le fun. Mais tu t'es quand même présenté pour. Tu me disais tantôt, écoute, j'avais une marge de crédit de 10 000, puis il a fallu que j'aille chercher du financement. Donc, tu n'as pas cogné à la porte à papa et dire, hey, j'ai besoin d'argent de mon projet. Il a fallu que tu tricotes, tu as été présenté. Raconte-nous donc. Puis ça, j'étais rendu justement là dans mon histoire. OK. J'avais. Excuse-moi, c'est intéressant. C'est ça, ben, je me suis présenté, puis j'avais besoin tu sais, dans le fond, j'avais racheté un logiciel. Puis, quand la transaction s'est concrétisée, c'est beau, on a signé des papiers. Moi, j'avais engagé des frais d'avocat, des gens partant. J'avais pour 10 000 d'avocat, parce que ça a pris une tangente. On a travaillé une convention d'actionnaire. Finalement, ben, tu te fais en tête que tu vas t'associer. Finalement, on ne s'est pas associé. J'ai racheté le logiciel seul, avec mes économies. Puis, j'avais pas pris de financement plus que ça, parce que, bon, quand tu pars d'une entreprise, ou quand tu as un job, tu te dis, bon, ben, je ne prévois pas nécessairement avoir besoin de partir. Des fois, de partir à son compte, ça ne se prévoit pas tout le temps. Dans mon cas, c'était, bon, regarde, je n'étais pas bien dans une situation que je pouvais faire pour changer, j'étais parti. J'avais pas justement plus que 10 000 $ de marge de crédit. Quand tu travailles comme travailleur autonome, tu es un professionnel comme un évaluateur agréé, on peut partir, on a notre site, on peut continuer à servir notre clientèle. C'est ça, tu n'as pas besoin d'emprunter. Pas grand-chose. Ouais. Sauf que, bon, quand tu commences à jouer avec des comptes à recevoir de clients, puis là, il y en a qui ça va moins bien en immobilier pour certains types de produits, puis que là, ben, ces comptes à recevoir-là s'accumulent, puis il faut que tu commences à payer le loyer, puis il faut que tu commences à payer d'autres dépenses, puis que tout ce que tu as, c'est une marge de crédit que tu vois qui augmente, puis le bouchon qui augmente, puis là, tes taxes s'en viennent à payer, puis là, tu n'as pas l'argent pour payer les taxes parce que tu t'en es servi pour un peu te financer. Puis que là, tu vas faire une démarche pour aller chercher du crédit. Puis que finalement, ben, quand tu sors ton dossier de crédit, moi, j'ai eu une séparation aussi l'année dernière, avec changement d'adresse, avec les lettres aussi, il y a des cartes de crédit qui s'arrivaient à mon adresse de mon ancienne conjointe. Puis que là, ben, peut-être 3 mois s'écoulent assez vite. Pendant ce temps-là, il y a une carte de crédit avec 8 $ dessus qui n'a pas été payée pendant 3 mois. Puis l'autre carte de crédit, 50 $. La cote de crédit qui plonge, incapable d'aller chercher du crédit nulle part. Là, il faut soit se faire endosser par ses parents, faire des emprunts. Je dirais, là, juste, en tant qu'entrepreneur, des fois, on dit qu'il y a des moments où est-ce que, on a des hauts et des bas. Autant que l'argent, des fois, semble facile à aller chercher, puis que des fois, c'est vraiment nos pensées qui nous arrêtent. Autant que dans d'autres moments, bien, Christy, ça n'en prend pas tant que ça. Et juste pour avoir, mettons, 5 000 $, ben, des fois, ça peut faire toute la différence. Un cadeau que ma mère m'a fait, c'était même pas mon père en plus qui lui est médecin, ma mère est infirmière.
C'est mon père, c'est ma mère qui m'avait donné un chèque de 5000 $ pour payer mes taxes il y a l'année dernière, en fait. Ouais. Justement, l'année suivant mon accident. Ouais. Puis, à ce moment-là, ben, ça a fait en sorte, ça m'a tellement touché parce que je voulais pas emprunter à mes parents. Tu sais, veux pas, on est un peu entrepreneur aussi pour être maître de notre destinée, savoir où est-ce qu'on s'en va. Oui, tu voulais te débrouiller tout seul. Puis, ouais. moi, je ne revenais pas parce que je me disais, crime, je vais être capable. Mais là, à un moment donné, tu viens que tu vois plus de sortie. Tu mets l'ego de côté et tu acceptes un peu d'aide. Un petit peu. Ça fait pas de toi un mauvais entrepreneur. Pas nécessairement. C'est une étape qu'on passe en tout fait, au travers. c'est un apprentissage, disons. Et voilà. Et voilà. C'est très bien dit. C'est un apprentissage, puis on passe souvent par là. C'est des choses qu'on voit en théorie. On se fait dire, faut que tu prévois ton cash flow, ton fonds de roulement, tout ça. Tu prévois tes comptes à recevoir, les délais. Ouais. Tant que tu ne l'as pas vécu, là, que de commencer à avoir des comptes de 90 jours, puis que tu sais, des comptes à recevoir, là, je ne suis même pas gêné de le dire, là, j'ai à peu près pour 40 000 de comptes à recevoir là, avec des clients. Fait que quand, mettons, on prend le salaire moyen d'un évaluateur là, qui travaillerait dans un cabinet privé, c'est à peu près 60 000 par année, 60 à 80. Ben, ça veut dire que c'est peut-être la moitié d'une année. Là. Oui, en salaire que tu attends, absolument. C'est la réalité de beaucoup d'entrepreneurs, les comptes à recevoir. Écoute, beaucoup d'entreprises font faillite juste pour les comptes à recevoir. L'entreprise roule bien. Il y a des nouveaux clients, mais le compte à recevoir peut faire fermer une entreprise. Donc, tu as tout à fait raison, c'est une réalité assez... Des fois, quand tu as trop de demandes, tu es poussé aussi. Bon, il y a comme une mentalité aussi qu'on ne refuse pas de business. Mais là, à un moment donné, c'est quand c'est ta santé mentale qui prend le bord un peu. Ça t'amène à juger un peu aussi l'argent, voir le temps puis l'argent différemment. Là. Quand c'est rendu, c'est ça, ta santé qui prend le bord par rapport à faire des mandats. L'été dernier, j'avais fait un exercice. Chaque mandat, chaque client qui m'appelait, j'augmentais de 5 pièces de l'heure mon tarif. Pour vrai? Oui, j'étais passé de 90 à 125. Puis ça a fonctionné? Ça marche très bien. Et voilà. Et voilà. Audacieux. Écoute, c'est super le fun. Puis en plus, écoute, je ne sais pas quel âge que tu as, mais tu n'es pas très vieux. Fait que tout cet apprentissage-là, cette prise de conscience-là que tu mets, que tu apprends à l'âge que tu as, écoute, c'est sûr que même si tu es déjà un entrepreneur accompli, c'est des choses qu'on apprend souvent à un âge plus avancé. Ça va te donner une longueur d'avance comme entrepreneur qui est vraiment extraordinaire. Puis, j'aime beaucoup ton authenticité et ta transparence parce que ce que tu nous partages aujourd'hui, c'était le but de vouloir faire cette émission-là. Pour moi, était justement de ne pas répéter ce qu'on voit dans les réseautages, ce qu'on voit dans le milieu des affaires, c'est-à-dire on arrive avec nos beaux portefeuilles de clients, avec nos boutons de manchette. C'est toujours extraordinaire quand on sait que dans la réalité, comme entrepreneur, on vit toute la même chose. On a piqué du nez plusieurs fois. Il y en a qui ont fait faillite. Mais on se rend compte d'un beaux événements, puis on a donc des beaux clients, puis on réussit donc bien. Puis, c'est pas vrai. C'est pas ça la réalité des entrepreneurs, en tout cas au Québec. Ailleurs, c'est peut-être autre chose. Au Québec, je pense que ça fait assez d'années que je suis dans le milieu des affaires, je le connais aussi. Et c'est ce que je voulais faire, c'est d'aller dans des questions, dans des sujets avec des entrepreneurs qui voulaient avoir l'authenticité, tu s'ouvrais puis nous conter la vérité. Et toi, tu nous racontes ça, le gars, de l'année passée, ma mère a payé mes taxes avec une transparence incroyable. Puis ça, je trouve ça super. Je pense qu'on est rendu là comme entrepreneur de pouvoir partager ça aux gens. Je pense que ça va inspirer la confiance des gens de faire affaire avec nous. Puis là, tu le fais d'une façon extraordinaire à soir en t'ouvrant complètement à nos questions, en allant là, et même un petit peu plus. Donc, c'est vraiment un partage extraordinaire. Je te souhaite la meilleure réussite, j'en doute même pas. Ça va venir vraiment, tu vas avoir une très grande réussite. Puis merci d'avoir pris quelques minutes, puis venir partager ta réalité de jeune entrepreneur. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui vont nous écouter, qui vont faire « Wow, OK, il y a de l'espoir. Là, je n'arrache, mais on réussit pareil, puis il s'en est sorti. » Donc, ça va être vraiment inspirant pour les jeunes entrepreneurs. J'espère bien. Merci, Xavier. Merci beaucoup. Merci. Alors, restez avec nous. On revient dans quelques instants dans un prochain segment avec un autre entrepreneur.
Bien, bonjour, nous sommes de retour avec une autre entrepreneur avec laquelle on va discuter du sujet, la relation avec l'argent. Alors, nous recevons Marie-Hélène David de l'entreprise Canva, copropriétaire de l'entreprise Canva. Merci, bienvenue Marie-Hélène d'être parmi nous. Merci. Et de venir partager dans notre émission entrepreneuriale votre parcours. Nous, on a décidé de parler de la relation entre le temps et l'argent. Avec toi, vous êtes, je dis vous parce qu'on ne la voit pas à la caméra, mais tu as une associée. Ouais. Vous êtes de jeunes entrepreneurs parce que votre entreprise est très jeune. Vous avez même utilisé du sociofinancement qui est la ruche, ce qui est super intéressant. Mais comme jeune entrepreneur, on voulait discuter avec toi, puis tantôt tu trouvais ça pertinent. Tu as dit effectivement, c'est tout qu'un apprentissage. La relation avec le temps. Alors, le temps versus l'argent, la valeur qu'on se donne quand on démarre comme entrepreneur, comment qu'on charge de l'heure, combien de café on va prendre avec des amis avant de réaliser, attends un petit peu, je suis sur des heures de travail, quelle tâche je continue à faire au lieu de payer, alors c'est-tu rentable de le faire ou non? Fait qu'il y a toute cette relation-là entre le temps et l'argent quand on est jeune entrepreneur qu'on doit apprendre à évaluer, à jouer avec ça. Dans votre entreprise, dans le démarrage de tout ça, où est-ce que vous en êtes avec ça? Avez-vous fait un petit bout de chemin? Vous êtes encore à tout faire encore? Parce qu'on sait bien qu'au début, on fait un petit peu de tout, mais c'est quoi votre vécu, ton vécu? Je dirais pas votre parce qu'elle ne peut pas parler pour petite présentement. Je vais dire toi, par rapport à cette relation-là présentement. Oui, c'est vrai. Bien, c'est vrai qu'en démarrage, on a souvent peu de moyens. Donc, on vient à toucher à tout, là. Ça, c'est essentiel, là. Mais en même temps, on réalise vite que nous, à la base, on était 2 comptables de formation aussi, fait que des très bons salaires aussi sur le marché du travail. Et là, on réalise, à un moment donné, on calcule, puis on dit, bon, j'ai pris tant de temps à faire telle tâche, et sur le marché, j'aurais été payée, je sais pas moi, 40 $ de l'heure. Est-ce que ça valait vraiment la peine? Fait qu'on vient vraiment se questionner, puis souvent, on réalisait que faire une tâche X, on n'était pas nécessairement spécialiste dedans, fait qu'on était beaucoup mieux d'aller chercher l'aide de quelqu'un qui savait vraiment ce qu'il faisait, qui prendrait 3 fois moins de temps que moi, mais que je paierais. Fait que c'est sûr qu'il faut sortir l'argent, mais des fois, c'est nécessaire, c'est bénéfique pour l'entreprise, surtout quand on vise à amener l'entreprise plus loin puis avoir une croissance. Il faut concentrer notre temps sur le développement des affaires, d'acheter des contrats plutôt que de faire de l'emballage. C'est ça. Si je ne me trompe pas, vous faites des petites bourses. Oui, on fait des sacs personnalisables. Sacs à main, bourses, ouais. On voit mon âge. Là. Ouais, On disait ça à l'époque, ta sacoche. Oui, c'est ça. Mais oui, on fait des sacs personnalisables. C'est ça, donc il faut les emballer. Il y a de l'emballage, ouais. du shipping. Alors, c'est toutes ces tâches-là. Comme tu dis, au départ, il faut faire un petit peu tout. Mais après ça, si comme développeur d'affaires pour ton entreprise, tu vas chercher des contrats, des partenariats qui te rapportent beaucoup plus l'heure, et il faut faire le switch à un moment donné, dire, OK, je vais payer quelqu'un, mais la réalité, c'est qu'il y a-tu l'argent dans le compte de banque pour payer quelqu'un le temps que j'ai cherché ces contrats-là? C'est tout que... C'est une gymnastique. C'est tout comme gymnastique. Tout toujours. Là. Puis c'est sûr que c'est un stress financier aussi. Puis il faut le prévoir. Je pense que souvent, on sous-estime les efforts que ça va prendre pour démarrer son entreprise. On fait des prévisions. Puis, bon, je pense qu'il faut toujours faire x2 parce qu'on est toujours surpris par les dépenses que ça occure. Là. Fait que c'est nécessaire. Fait qu'à un moment donné, il faut le prévoir. Puis il faut trouver les bonnes personnes qui vont être capables vraiment de nous accompagner là-dedans. Puis il faut faire des compromis. Il y a des choses qu'en effet, on va continuer à faire. Mais dans une journée, on a 24 heures. On ne peut pas passer 24 heures à travailler. Là. Il faut dormir, puis il faut profiter aussi. Là. Donc, à un moment donné, il faut être capable de faire l'équilibre à travers tout ça, puis savoir dire non aussi, là, comme tu as dit tantôt, être capable de dire non à certains événements, certaines activités qui n'amènent pas nécessairement une plus-value à l'entreprise. Fait que ça, on a de la difficulté au début, on veut plaire. Là. Bien, c'est beaucoup, puis c'est qu'on manque aussi l'expérience. Quand j'ai commencé, moi, je fais du réseautage d'affaires. Je faisais du réseautage. Je pense que je faisais ça 15 heures par jour. Je faisais du café, j'en prenais. Je passais ma journée, je me levais le matin. Écoute, je pense que quelques propriétaires de restaurants me voyaient arriver et disaient, hey, le compte d'hydro est payé. Et là, moi, je me trouvais hot parce que je disais, je fais du développement d'affaires dans le piton, c'est extraordinaire. Mais c'est parce il y en a bien des cafés qui ne servaient à rien. C'était pas des clients potentiels, c'était ni des partenaires potentiels, pas du tout. Donc, il y avait une énorme perte de temps. Et je n'avais pas appris, moi, encore à gérer mon développement d'affaires, avec qui je le fais. Quand est-ce que j'accepte? Aujourd'hui, après plusieurs années en affaires, c'est sûr que quelqu'un me demande d'aller luncher, d'aller prendre un café. Je suis capable de me dire,
bon, ça, on va faire ça jeudi soir à 5 heures, ça va être amical, tu sais, mais pour affaire, et pour que ça vaille la peine, je dis oui, je prends du temps dans mon agenda. Maintenant, j'ai réussi à évaluer. Oui, c'est parce qu'il y a un partenariat possible important, je vais y aller, sinon, je suis désolée, je vais faire des tâches plus rentables. Mais je pense qu'au départ, lorsqu'on débute, c'est toujours, on a un moment avant de s'ajuster avec tout ça. Oui, puis il faut aligner la vision. Je pense surtout qu'on est deux. À un moment donné, il faut se dire, OK, nous, on veut amener l'entreprise à tel niveau. Donc, tout ce qui n'est pas dans cette trajectoire-là, c'est non. Donc, ça, c'est ça qui est difficile aussi. Des fois, on veut aider d'autres entrepreneurs qui passent par où on est passé. Il faut être capable de leur donner une certaine aide, mais sans trop non plus donner tout notre temps, puis perdre le temps nécessaire pour faire croître notre entreprise, là. Donc, je pense qu'une belle vision stratégique, c'est ça qui est essentiel pour être capable de savoir quand dire non puis quand dire oui. Oui. Alors, tu te poses la question, ce rendez-vous-là, dans notre lignée, dans notre vision stratégique, est-ce que ça rentre? C'est facile, tu prends une décision claire rapidement parce que tu as pris le temps de l'écrire stratégiquement. Ça l'aide aussi à évaluer la question de temps et d'argent lorsqu'on a cette vision-là où est-ce qu'on va clair. C'est un très bon outil que souvent, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs ne pas faire du tout, ne pas avoir du tout. Moi, j'y crois énormément. Parce que déjà là, quelqu'un te demande un rendez-vous, c'est en une fraction de seconde, tu le sais si ça rentre ou si ça rentre pas, tu es capable de dire oui ou non. Ça aide énormément, c'est un très bon outil. Ouais. Moi, je pense qu'un autre outil, puis tu me diras si je suis exacte ou je me trompe, mais je pense qu'un bon outil, on n'est pas de la même génération. Alors, moi, je viens du modèle des gens, justement, qu'on travaille 18 heures par jour pour le mériter et avoir... je viens de là. Et je pense que la nouvelle génération sont beaucoup plus déjà d'abord dans leur mentalité sur l'équilibre vie, famille. Donc, ils partent des entreprises, mais je pense que vous avez plus dans votre tête, pas à n'importe quel prix. J'ai un week-end, j'ai une soirée, j'ai une chambre, j'ai un conjoint, j'ai des amis, j'ai des activités. Et je pense que vous arrivez un peu mieux. Vous vous obligez, vous le mettez, je pense, dans votre agenda, mais peut-être que je me trompe aussi, c'est une impression que j'ai, mais... Oui, parce que je pense que c'est une impression que c'est le feeling que beaucoup de monde ont, puis il y a beaucoup de gens qui m'approchent, moi aussi, je veux démarrer mon entreprise, moi aussi, je veux cette liberté-là. Puis c'est sûr que l'entrepreneuriat, ça permet en effet une certaine liberté au niveau de la création d'idées, de nouveaux projets, de gestion de notre entreprise, mais ça reste que c'est toujours, c'est pas tout à fait une liberté, parce qu'il y en a qui me disent, moi, je rêve le jour où j'aurai plus de patron. Bien, depuis que je suis entrepreneur, j'ai jamais eu autant de patrons de ma vie. Parce qu'on a des clients, on a des investisseurs, on a des bailleurs, on a des associés. Donc, on est toujours en train de rendre des comptes, là. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il y a une job qui doit être faite. Puis, des fois, ça nécessite du temps. Puis, il y a des grosses semaines, il y a des plus petites semaines. Après ça, il faut décider qu'est-ce qu'on veut réellement, où est-ce qu'on se positionne, quel compromis on est prêt à faire. Mais c'est sûr que ça prend du travail, c'est essentiel. Il faut bien travailler aussi, ça c'est une autre chose, là. Puis c'est ça aussi qui est difficile des fois à trouver. Mais le stéréotype de l'entrepreneur de ma génération qui a les pieds dans le sable, c'est pas tout à fait vrai, là. Ça, il faut pas non plus se mettre les yeux dans le sable. Oui, c'est ça, on voit l'image avec le jeune avec son laptop sur la plage et entrepreneur, c'est pas tout à fait ça. Bien, ça arrive, puis ceux qui peuvent le faire, parfait, je suis très heureuse pour eux, là. Mais, puis, je veux dire, il y a plein de flexibilité aussi dans l'entrepreneuriat, puis ça, c'est fantastique. Mais il faut pas penser aussi que c'est toujours ça la réalité, parce qu'on a quand même des comptes à rendre. Donc, absolument, absolument. Comme tu dis, il y a des partenaires, il y a des investisseurs, il y a des clients. On n'est pas tout à fait libre, là, à ce point-là. Et non seulement, c'est la liberté, bien, puisqu'on parle de relations avec l'argent aujourd'hui, avant d'atteindre la liberté financière, quand on part une entreprise, encore là, il faut enlever ça un petit peu dans la tête des jeunes entrepreneurs qui pensent qu'on part notre entreprise, fait qu'on devient riche. C'est qu'avant d'avoir cette liberté financière-là, c'est pas la première année du tout qu'on arrive là. Non. Il y a un moment, où si tu es comptable, en plus, tu dois bien lire les chiffres, de savoir. Ça prend un moment avant d'avoir cette liberté-là. Et souvent, c'est même l'inverse, c'est qu'on laisse un salaire. Oui, définitivement. Un bon salaire pour gagner beaucoup moins cher pendant quelques années. Oui. C'est sûr qu'on y croit, puis il y a d'autres stimulations. Mais si on parle de liberté financière, c'est pas vrai que c'est là au début du tout, là. Non, c'est ça. Puis il y a un risque toujours il y a un risque de fermer l'entreprise si ça ne fonctionne pas. Il faut savoir où est-ce qu'il faut abandonner, là. Faut être clair là-dessus. Mais c'est sûr qu'on quitte un salaire, un confort
pour une incertitude incroyable, avec peu de salaire. Et je pense qu'à un moment donné, bon, faut être capable de faire des compromis dans sa propre vie. Moi, j'ai démarré, ça faisait déjà un certain moment que j'étais sur le marché du travail. Fait que j'avais un certain confort dans ma vie aussi, là. J'étais habituée à un certain rythme de vie. Puis du jour au lendemain, je fais plus ce que je faisais, là. Donc, c'est vraiment, c'est de réaligner tout ça, puis de réorienter un peu réorienter notre style de vie, tout simplement. C'est un choix que j'ai fait. Moi, je suis très heureuse là-dedans, mais c'est pas pour tout le monde non plus. Fait qu'il faut être conscient de ça, là. Non, absolument. Moi, j'ai toujours dit, ça fait plusieurs années que je suis en affaires, puis je disais aux gens, ils me disaient, « Ah, t'es pas encore millionnaire! » Ben non, mais les gens pensent, mais tu deviens entrepreneur parce que tu veux devenir millionnaire. J'ai dit non, je ne suis pas. Mais avant, la ride que j'ai pendant que j'y vais, le plaisir, je me lève à tous les matins. Puis il y a des années que j'ai gagné bien moins cher que quelqu'un salaire. Mais je me disais au moins j'ai la possibilité de gagner plus cher cette année. Oui, c'est vrai. Que la personne à salaire, dans ma tête à moi, elle va gagner le même salaire à la fin de l'année. Puis là, je gagne moins cher, mais moi, je peux me lever le matin avec le thrill de me dire, ouais, mais j'ai la possibilité de gagner plus. Donc, c'est le voyage que la vie m'a permis en tant qu'entrepreneur qui est intéressant, qui est stimulant. Fait qu'il y a des dangers. Être entrepreneur, c'est vraiment se lancer en bas d'un avion puis espérer que le parachute... Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est carrément ça. Puis il y a plein de monde qui s'écrase au sol, là. Ça, on les raconte pas, ces histoires-là, souvent, là. Absolument. Mais elles existent, là. Mais on va les raconter dans notre émission. On veut aller là, vraiment. Mais c'est ça, la réalité des entrepreneurs. Mais il y a le plaisir aussi. Oui, ça, faut pas l'oublier. On l'a dans le sang d'être entrepreneur, puis il y a le plaisir du cheminement à faire. Oui, ça, définitivement, là. Hey, merci beaucoup à toi de ton partage, de ton expérience. Ça fut bien agréable. Belle continuité dans votre projet, vraiment. C'était vraiment super de vous recevoir. Vraiment une belle gang d'entrepreneurs. Merci encore. On va finir la soirée en échangeant tout le monde ensemble sur d'autres petits sujets que je trouve assez intéressants. Alors, écoute, je tiens à vous remercier personnellement. Merci. Merci à vous tous. Belle continuité à tout le monde. Et voilà, on prend une petite gorgée. Sinon, on ne le dira pas, mais on sait ce qui vient avec. Vous réussir votre chaîne, tout le monde. Et j'aimerais commencer encore là avec une espèce de vieil adage qu'on a entendu dans les années passées et plus dans ma génération et avant, mais j'aimerais savoir, vous, qu'est-ce que ça vous dit comme entrepreneur? Qu'est-ce que vous en pensez? On a entendu beaucoup au Québec, en tout cas, peut-être pas ailleurs, mieux vaut être pauvre et en santé que riche et malade. Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous ne croyez pas à ça? Et qu'est-ce que vous en pensez comme entrepreneur? Avez-vous... on rentre un peu dans les pensées limitatives de tantôt, mais c'est vraiment... ça date de beaucoup, puis je trouve ça intéressant au Québec encore démystifier ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tout de suite, ça vous... Mais moi, j'y crois. Toi, tu crois que t'es mieux être pauvre et en santé que riche et malade? Je pense qu'il y a juste un milieu à faire entre les deux. Tu sais, on est encore toujours dans les, dans les opposés, mais... par santé, moi, j'entendrais beaucoup santé mentale. Dans l'entrepreneuriat, je trouve que la santé mentale peut en prendre un coup assez rapidement. Donc, je pense que quand on est capable de conserver sa santé mentale dans ce qu'on fait, dans ce qu'on aime, en prenant soin de nous, hein, on inculque beaucoup ça maintenant, prendre soin de nous, je pense qu'on est capable de faire un bout de chemin là-dessus. Moi, ce que je voulais développer un peu plus, c'est... J'ai un problème, moi, personnellement, être pauvre et en santé ou riche et malade. Il fallait qu'il y ait cette mentalité-là au Québec, c'est un ou l'autre. Tu sais, tout de suite, automatiquement, on ne vient pas à dire « Non, ça ne marche pas, ça, parce que moi, je voudrais être riche et en santé. » On dirait que d'avoir le tout au Québec, là, les Québécois, d'avoir « Non, que c'est ça, hein, on a le droit d'être riche et en santé. » Tout de suite, regarde, tu as même pensé, toi aussi, non, il faut choisir entre les deux, puis on ne peut pas tout avoir. Cette mentalité-là qu'on ne peut pas tout avoir, les Québécois, on va aux États-Unis, on va ailleurs, les entrepreneurs, ils croient à tout, ils n'ont pas de problème. Nous, on dirait qu'on traîne encore un petit peu ça. C'est là que je voulais un petit peu vous amener. Mais je crois que les gens dans la génération avant nous qui étaient entrepreneurs se sont tellement poussés, ils se sont tellement donnés pour leur entreprise, puis pour le Québec aussi. Il ne faut pas oublier qu'ils se donnaient pas juste pour eux, mais pour faire évoluer le Québec. Mais à ce moment-là, ils ont oublié de prendre soin d'eux, un peu comme Marilyn disait. Puis c'est à ce moment-là où est-ce que le côté malade est plus ressorti, qui était riche et malade, versus que si on devient un peu plus équilibré dans nos vies, ou bien qu'on va travailler tout autant, on va travailler fort, oui, on va pouvoir avoir des sous, mais on va être capable d'avoir un équilibre qui va nous permettre d'avoir une bonne
santé quand même. Hey, c'est intéressant, je l'avais pas, tu vois, je l'avais pas compris comme ça, jamais. Je l'avais pas vu comme ça, mais c'est vrai, OK. Je pense aussi qu'il faut relativiser aussi. C'est quoi notre notion de la richesse? Là? Oui. C'est nos relations, aussi. la famille, tout ça, ça fait partie de notre richesse aussi. Là. Puis même par rapport à l'argent, Ben oui, être riche, est-ce que c'est être millionnaire ou est-ce que c'est de bien vivre? Tu sais, je pense tantôt, si on revient à l'entrevue, que je pense que c'était à Marie-Hélène que tu demandais ça, justement, tu sais, qu'on a l'impression que notre génération, on cherche plus l'équilibre travail, famille, etc. Ben, en tout cas, moi, comme entrepreneur, puis je pense que c'était un peu le mindset aussi que mon père avait, il dit, moi, j'arrêterai pas de travailler. Dans le sens que j'aime mieux prendre ma retraite maintenant, dans un sens, d'en profiter de l'argent que je gagne, puis savoir que je suis capable de générer ma propre liberté, que d'essayer de travailler à fond, de défoncer, puis finalement, ben, demain matin, tu peux tomber en bas d'une falaise puis mourir. c'est ça. Littéralement. Oui. Puis, justement, avoir travaillé puis fait tous ces efforts-là pour rien. Justement, il y a des études là, qui ont été faites, là, puis qui disaient qu'ils avaient interviewé des gens sur leur lit de mort, puis ils demandaient c'est quoi leur plus grand regret. Puis, il n'y a personne qui a regretté de ne pas avoir assez travaillé. Là. Mais il y en a beaucoup qui avaient regretté les relations avec leur famille. Puis ça, c'est un élément, je pense, qui est important. Oui. Ah ouais, c'est intéressant. Bien, justement, ça amène à l'autre question, de la façon que vous l'avez vu. La priorité comme entrepreneur pour vous, de faire de l'argent. Alors, dans votre quête d'entrepreneuriat, ça se situe où la priorité de faire de l'argent? Moi, ça m'intéresse parce que souvent, je trouve qu'il y a un faux discours, dire « Ah non, moi, c'est ma mission de vie et tout ça. » Puis là, vous me corrigerez, là, c'est correct, moi, c'est mon opinion à moi. Puis je me dis, me semble, tout entrepreneur, la première mission devrait être de faire du profit. Parce que sinon, tu n'en auras pas d'entreprise, tu sais. Mais effectivement, c'est peut-être pas ça du tout. Fait qu'est-ce que en fait, par rapport à mission de vie, moi, je crois vraiment qu'on a tous une mission de vie. Oui, on a tous un don. On est comme fait pour réaliser certaines choses, puis en lien avec ces choses-là, ben on devrait être riche, on devrait vivre abondamment de ce qu'on fait le mieux que tout le monde. Tu sais, le joueur de baseball qui est le meilleur à frapper, ben lui est super bien payé, fait que pourquoi la personne qui est la meilleure coiffeuse qui existe pourrait pas faire beaucoup d'argent? Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à regarder par rapport à ça. C'est correct d'être sur son X puis de faire plein d'argent. Puis je pense aussi à une question par rapport à l'argent, c'est aussi garder l'argent. Tu sais, qu'on n'est pas à l'aise avec un certain montant, on peut se saboter en gaspillant trop et tout. Je pense qu'il y a quelque chose de très important à regarder là-dedans. C'est quoi énergétiquement qui nous fait sentir bien comme salaire? Parce que sinon, on va se saboter. Fait que je pense que c'est très important de regarder ça. Là. Mais là, on est supposé d'avoir tout ce qu'on souhaite avoir. C'est nous qui nous mettons des limites. Puis je pense qu'il y a un côté religion aussi. Tu sais, dans le temps, c'était mal vu de faire de l'argent. Les riches étaient les mauvais. C'était ceux qui maltraitaient, puis tout. Donc, ici, c'est une culture. Moi, je suis d'origine haïtienne. Donc, ça se ressemble beaucoup entre le Québec. Je suis née ici, mais il y a beaucoup de similarités entre se sentir mal de faire de l'argent parce que les riches sont les méchants. Mais c'est pas vrai parce que quand les gens sont riches, mais on peut faire une différence. On peut appuyer des causes importantes. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à travailler dans notre tête par rapport à comment on se sent par rapport à l'argent. Qu'est-ce qui nous fait sentir bien énergétiquement? Il faut juste être honnête avec nous autres. Notre amie, elle peut vouloir un certain salaire super élevé qu'on se sent mal à l'aise. Puis c'est de connaître où ce qu'on est bien. Chacun sa valeur. Exactement. Mais je suis d'accord avec toi parce que je fais souvent du coaching avec mes clients qui sont dans le domaine médical, c'est les professionnels de la santé. Et souvent, justement, eux sont allés dans le domaine parce qu'ils voulaient aider. Ça te prend une personnalité qui veut aider pour les professionnels de la santé. Et ils ont un gros problème avec le fait de faire de l'argent. Parce que je suis supposée aider les gens, je ne suis pas supposée en faire. Et justement, je leur expliquais, je dis, oui, mais si à la fin du mois, il faut que tu te casses la tête pour payer ton hypothèque, ton hydro, tu ne pourras pas aider tes patients. C'est impossible, tu vas être concentré à te casser la tête avec tes choses. Et le plus que tu as d'argent, mais le plus tu vas aider tes patients. Et on a encore ça, tu sais, on est né pour un petit pain, l'argent ne pousse pas dans les arbres, on entend ça beaucoup. Puis on dirait comme culture, comme société, on traîne encore ça des fois et on voit, moi j'ai ouvert une business en Ontario, j'ai mes amis qui étaient américains, eux autres, l'opportunité, une business, on part, ça va, puis c'est pas mal vu, puis c'est correct. Ici, si on veut être ambitieux et essayer de réussir et qu'on mentionne du bout des lèvres qu'on aimerait ça comme objectif l'année prochaine, faire 1 demi-million, ça accroche des cordes sensibles encore. En tout cas, moi de ma génération, la vôtre, je ne sais pas si vous le sentez encore ou c'est plus ouvert. L'argent est encore tabou. Encore, Oui, l'argent est encore tabou. Puis tu dis dans les soins de santé, moi je suis éducatrice spécialisée. Mon rôle, c'est d'aider les familles, mais je charge
pour aider les familles. Oui. Fait que oui, moi, j'ai eu longtemps ce petit côté-là de dire, ben, je suis en relation d'aide, mais je charge en même temps. Oui, oui, Mais oui. tu sais, les gens, ben, ils souhaitent ce service-là, puis j'ai des nombreuses demandes. Donc, c'est certain que c'est un service qui est requis. Ils veulent que tu sois compétente, fait qu'ils veulent payer ce que ça vaut pour que tu sois compétente et Puis ils efficace. veulent pas le délai d'attente non plus Et voilà. par rapport au système public. Oui, c'est ça. Donc, on leur offre ce qu'on souhaite, tu sais, ce qu'ils souhaitent, probablement plus aux heures aussi qu'ils souhaitent. Donc, tu sais, c'est un service voilà. qui est différent. Mais oui, effectivement, relation d'aide. Ah, puis tu l'as argent, vécu, toi, c'est ça? Moi, je l'ai vécu, là. Ouais, tu sais. ouais. Puis c'est comme l'image qui me vient, là, c'est celle du masque. Tu sais, dans un avion, on me dit, tu sais, si tu as un enfant, ben, tu mets le masque sur toi avant. Donc, comment tu peux être fonctionnel quand tu es stressé par des factures parce que tu refuses d'être chargé? Moi aussi, je viens du domaine de la santé. J'étais travailleuse sociale avant, tu sais. Fait que c'est vraiment, ben, c'est un don de soi. Ben, il faut que tu sois bien financièrement, psychologiquement pour pouvoir pour donner aider le les meilleur autres. de toi-même. Ouais. Mais oui, et puis moi, je me dis, ben écoute, si je suis riche un jour, je vais pouvoir aider des gens, je vais pouvoir aider des jeunes entrepreneurs à démarrer, je vais pouvoir aider la maman monoparentale qui aimerait faire quelque chose qui n'a pas les sous, mais tu sais, pas d'argent, je peux plus aider personne, c'est ça, c'est clair. Donc, c'est complexe comme entrepreneur. Il y a plein de sujets qui ont attrait avec l'argent, toutes sortes de limitations, puis c'est le fun d'en parler, puis de les défaire un petit peu. Puis de les dire ouvertement, parce que souvent, on se cache de ça, puis on n'ose pas. Et moi, je l'ai vécu souvent dans des conférences que je parlais. Je disais, ben non, je veux en faire de l'argent, voyons, c'est sûr. Et là, les gens, je voyais, là, elle doit être superficielle, elle, tu sais. Mais pas du tout, mais c'est pas, je me dis, le plus j'en fais, le plus je vais pouvoir aider. C'est certain. Donc, et voilà, donc, ça m'amène à un autre. Il nous reste quelques minutes. On fait signe qu'il nous reste quelques minutes. Depuis que vous êtes entrepreneur, qu'est-ce qui a changé par rapport à la relation avec l'argent, par rapport à quand vous ne l'étiez pas? Y a-t-il une différence? Ou avant, la paie rentrait, c'était clair, maintenant, il n'y en a plus, ou l'inverse? Ben, Les économies, tout coûte cher. Tout a un prix, là, puis je pense que c'est encore plus. Tu sais, quand t'as la séparation avec le travail, les entrepreneurs, souvent, on n'a pas tant de séparation non plus, puis c'est le coût d'opportunité entre justement le temps avec nos proches, le temps avec, justement, on fait de l'argent. Tu essaies de faire plus d'argent pour peut-être t'acheter du temps dans un sens pour avoir des employés qui travaillent avec toi. Oui. Oui, oui. Ah, c'est une notion que, comme employé, avant d'être entrepreneur, on ne connaissait pas. On s'achète. La comptabilité, tout ça, c'est bien facile. Là. Les comptes à recevoir, pas de trouble. Ouais. C'est tout quelqu'un qui s'en occupe. Mais on veut gagner de l'argent pour s'acheter du temps avec des employés, c'est bien dit, mais c'est ça qu'on cherche à faire, à un moment donné, de dire, OK, pour me regagner du temps, il faut que je me paye des employés. Effectivement, c'est une relation qu'avant d'être entrepreneur, on n'a pas et qu'on ne connaît pas du tout. Hein? C'est aussi notre valeur marchande. Je vaux quoi, moi, comme entrepreneur? Absolument. Je vaux quoi, tu sais, comme service à rendre, tu sais? Et voilà. Fait que ça aussi, c'est une grosse différence là, par rapport à l'argent. Avant, on recevait un chèque de paye, puis on me disait, ben toi, Tu vaux ça. l'échelle salariale, ben c'est ça. C'est ça. C'est pas selon tes C'est compétences, ça. c'est pas selon, tu sais, c'est vraiment parce que ça fait 5 ans que tu es ici, ben t'as tel salaire. Tu peux essayer d'augmenter de 5 $ à chaque Ah, c'est ça. Oui, chaque appel. comme ça. Tu vas savoir c'est quoi ta vraie C'est une valeur. perspective de service. Mais mettons, vous autres, avec des sacs à main personnalisés, ça doit être différent un peu quand même, par exemple. Ça peut être fait à plus petite échelle. On peut augmenter Les le coût de nos ventes, sacs, mais en même temps, on C'est peut pas leur rester... honoraire Non, qui c'est ça. vendent. Nous, on peut rester dans... Vous autres, votre relation à abordable. l'argent doit être un peu différente. Dans le sens, Ouais. nous autres, c'est, bon, regarde, une heure que je fais pas, que je passe avec, mettons, sur un dossier d'un client, mais c'est une heure facturable. Ouais. Ben là, vous avez, tu sais, on ne veut pas passer vraiment en heure facturable dans votre cas. Nous, c'est sur une année, c'est pas... C'est on peut pas calculé y par le aller... produit. Oui, exact, on peut pas y aller... Et C'est le chiffre de moi, la journée. mais- Moi, le temps que je Ça va mets être pas calculé. à travailler ailleurs, il faut qu'il soit rentable dans ma business, tu sais. Exact. Fait qu'on le voit aussi comme ça, je peux pas attendre chez moi les bras croisés que de faire de l'argent. Non, c'est ça. Que les sacrements s'envolent comme ça. C'est ça, c'est pas tout à fait Parce comme qu'il y ça. a encore pire, tu sais, des fois, vous pouvez être rémunéré pour le temps que vous mettez parce que vous chargez à l'heure, versus que nous, c'est pas ça la réalité, mais nos comptes de frais d'administration, ils sont là quand même. Il faut Oui. qu'on soit capable d'aller les rentabiliser encore plus. C'est un autre type de calcul. Quand c'est un Exact. produit qu'on vend plutôt que nos honoraires, c'est un autre type de calcul, mais qui est tout aussi important qu'on n'avait pas comme employé avant, Exact. comme relation avec Exact, l'argent à non, penser. non, là. pas On n'a du jamais tout. eu ce qu'on s'attend. Quand on est employé, on se fait donner un projet, on se dit, OK, il faut que tu fasses tel projet, tu le fais, mais tu n'as pas conscience des dépenses que tu dois
engendrer, puis de la rentabilité, parce que ça, c'est à un niveau supérieur à toi, versus que là, quand c'est nous, ben, on veut que ça soit rentable. Et en plus, c'est que c'est l'entreprise qui te donne ta valeur. Tu vaux autant de l'heure. Ouais, exact. Quand tu tombes comme entrepreneur, tu dis, ben, qu'est-ce que je vaux? Ouais. Et c'est là le défi aussi là, par rapport à l'argent. là. Oui, puis les mentalités aussi, parce que quand Xavier, c'est un bel exemple qu'il a donné, qui s'est augmenté de 5 c'est d'être à l'aise avec l'augmentation. Parce que c'est tellement subjectif le prix qu'on pourrait charger. Il y a des gens qui chargent 5 pour des sacs à main, il y en a qui chargent 1 million. Puis ça, c'est d'être à l'aise avec ça. Plus on sent notre valeur, plus on peut augmenter nos prix, autant de services que produits. Là. Eh bien, écoutez, merci encore une fois. C'était super intéressant. Vraiment, vous êtes des entrepreneurs inspirants qui avaient accepté de partager ces choses-là. Alors, merci d'être venus. Puis au plaisir de vous recroiser chacun dans vos entreprises. Merci. Merci.